Au fur et à mesure que l'on acquiert des compétences et que l'on intègre les règles de son milieu, on souhaite devenir plus autonome et suivre davantage ses propres inclinations. Les obstacles qui empêchent cette dynamique créative naturelle de s'épanouir ne relèvent pas d'un manque de talent, mais d'une attitude inadaptée. Quand on s'inquiète inutilement, on a tendance à adopter des opinions toutes faites, en s'intégrant au groupe et en appliquant les procédures que l'on a apprises. Mais c'est le contraire de ce à quoi on doit tendre. En sortant de la phase d'apprentissage, il faut devenir plus audacieux. Au lieu d'être satisfait de ce que l'on connaît, on doit étendre le champ de son savoir à des domaines voisins et nourrir son esprit pour qu'il crée de nouvelles associations entre des idées différentes. On doit prendre des risques et étudier les problèmes sous tous les angles possibles. En acquérant une pensée plus souple, on parvient à reformuler les règles même que l'on a intégrées à sa convenance. C'est cette liberté qui conduit au sommet du pouvoir créatif. Depuis le jour de sa naissance, Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791, fut plongé dans la musique. Son père, Léopold, était violoniste et compositeur à la cour de Salzbourg et professeur de musique. Du matin au soir, Wolfgang entendait son père et ses élèves répéter. En 1759, à l'âge de 3 ans à peine, sa sœur Maria Anna commença à prendre des cours de clavecin. Wolfgang, émerveillé par les mélodies simples qu'elle jouait, tentait de les reproduire avec une aisance déconcertante. Léopold découvrit bientôt quelque chose d'étrange chez son fils. Le petit Mozart possédait une mémoire prodigieuse des mélodies et un incroyable sens du rythme, tout cela sans avoir reçu le moindre enseignement formel. Cette passion pour la pratique musicale ne fit qu'augmenter au fil des ans. Chaque soir, ses parents devaient l'arracher à son instrument pour l'envoyer au lit. Son jeu préféré était de reprendre un morceau qu'il avait déjà interprété et d'improviser à partir de ce thème avec un talent délicieusement créatif. Dès son plus jeune âge, Wolfgang se montra exceptionnellement émotif et sensible. Ses sautes d'humeur étaient spectaculaires, irritable un moment, très affectueux l'instant d'après. Il avait l'air sans cesse anxieux, sauf lorsqu'il s'installait au clavier. Là, il était dans son élément. Léopold comprit vite que son fils représentait une opportunité exceptionnelle. Il organisa une grande tournée européenne, de ville en ville, de cour en cour. Ils se produisirent devant le roi Louis XV à Versailles, puis à Londres où de véritables foules se pressaient pour les écouter. Wolfgang stupéfiait le public avec ses artifices. Il jouait un menuet à un doigt, le clavier caché par un tissu. Il déchiffrait en quelques instants les dernières œuvres de compositeurs célèbres. Il interprétait des morceaux de sa propre composition. Ces merveilles stupéfiaient les auditoires, car ses petits doigts volaient sur le clavier avec une virtuosité étourdissante. Financièrement, la tournée fut un énorme succès, mais elle faillit tourner à la tragédie. En 1766, Wolfgang attrapa une forte fièvre en Hollande et perdit beaucoup de poids, sombrant dans l'inconscience. On le crut mort. Miraculeusement, la fièvre baissa et en quelques mois, il se remit. Cette expérience le marqua profondément. Il lui resta une mélancolie chronique et le pressentiment qu'il mourrait jeune. Les années qui suivirent furent difficiles. Après avoir obtenu un poste à la cour de Salzbourg, Mozart s'y sentit vite étouffé. Cette vie provinciale, coupée des grands centres musicaux européens, était en totale contradiction avec l'ampleur de son ambition artistique. Cantonné à composer de charmantes mélodies de cour pour amuser un archevêque peu ouvert d'esprit, il s'éloigna progressivement de la musique. Pour la première fois de sa vie, il composait moins. Chaque fois qu'il entendait un air d'opéra, cela lui rappelait le type de musique qu'il aurait pu créer, et il sombrait dans le découragement. La rupture avec son père et la cour de Salzbourg fut douloureuse, mais décisive. Installé à Vienne, pressé par le temps et conscient qu'il avait énormément à exprimer, Mozart se jeta comme jamais auparavant dans la composition. Toutes ses idées refoulées explosèrent en un feu d'artifice créatif sans précédent dans l'histoire de la musique. 20 ans d'apprentissage l'y avaient parfaitement préparé. Au lieu de réfléchir en termes de notes et d'accords, il pensait en termes de portées entières. Il écrivait aussi vite qu'il entendait la musique dans sa tête. Sa vitesse de composition stupéfiait ceux qui l'observaient. Dans ses symphonies, il allongea la durée des mouvements, glissa des dissonances qui créaient une impression de tension croissante avant de se résoudre dans des finales grandioses. Dans ses opéras, notamment Don Giovanni, il exprima la crainte, l'angoisse, l'extase, la colère, des émotions que la musique de cour légère et conventionnelle n'avait jamais osé explorer. Mozart avait changé pour toujours la musique classique européenne. Ses innovations ne découlaient pas d'un désir de provoquer, mais ruisselaient de son esprit de façon totalement naturelle et incontrôlable, comme l'abeille produit de la cire. Pour redimensionner son esprit, il faut réunir 2 conditions indispensables. D'abord, une connaissance approfondie du domaine ou du sujet. Ensuite, l'ouverture et la souplesse pour utiliser ce savoir de façon nouvelle et originale. Mozart n'était pas un monstre, mais le témoin de jusqu'où peut aller le potentiel créatif que nous possédons tous naturellement. Quand nous nous penchons sur notre enfance, non pas seulement sur des souvenirs,
mais sur ce que nous avons véritablement ressenti. Nous touchons du doigt à quel point nous percevions le monde différemment. L'esprit totalement ouvert, nous avions des idées surprenantes et originales. Des choses simples qui ne nous étonnent plus aujourd'hui, comme un ciel nocturne ou notre image dans un miroir, étaient source d'émerveillement. Sans langage structuré, nous pensions de façon préverbale, par images et sensations. Les couleurs nous paraissaient brillantes, vives. Pour nous, tout était jeu. Appelons cette disposition l'esprit originel. Puis vint la nécessité de gagner sa vie et de se conformer aux règles sociales. On se fige dans des ornières de plus en plus étroites. C'est ce que l'on appellera l'esprit conventionnel. Il arrive qu'en découvrant un pays étranger ou en se livrant à des formes de loisirs qui nous libèrent temporairement, on retrouve quelque chose de cet émerveillement enfantin. Mais comme notre esprit n'est pas totalement focalisé sur ces activités, elles ne sont que provisoires et ne sauraient être source de créativité durable. Les maîtres et ceux qui font preuve d'un degré élevé d'énergie créatrice sont simplement des gens qui parviennent à conserver une portion significative de cet esprit originel. Comme les enfants, ils sont capables de penser sans verbaliser de façon visuelle, spatiale ou intuitive, et ont un meilleur accès aux formes préverbales et inconscientes de l'activité mentale, ce qui contribue à leur procurer des idées et une créativité surprenante. Certaines personnes conservent cet esprit enfantin, mais leur énergie créatrice se disperse en tous sens. Elles n'ont pas la patience ni la discipline de supporter un apprentissage prolongé. D'autres sont suffisamment persévérantes pour accumuler un savoir important et devenir spécialistes dans leur domaine, mais leur esprit manque de souplesse. Les maîtres parviennent à concilier discipline et esprit d'enfance, voilà le secret. Vous devez commencer par travailler sur le concept même de créativité. En général, les gens la considèrent comme quelque chose d'intellectuel, c'est-à-dire une façon particulière de penser. En réalité, l'activité créatrice met en jeu l'ensemble de la personnalité, l'émotivité, l'énergie, le caractère et l'esprit. Pour faire une découverte, pour inventer une chose susceptible de toucher le public, pour réaliser une œuvre d'art qui a du sens, il faut du temps et des efforts. Cela exige souvent des années d'essais, d'échecs et de revers, et la nécessité de rester fortement concentré. Ce qui fait la maîtrise, c'est le choix de l'objet de l'énergie créatrice. Quand Thomas Edison assista pour la première fois à une démonstration d'arc électrique, il sut qu'il venait de trouver le défi suprême à relever pour canaliser ses énergies créatrices. La lumière électrique n'était pas une simple curiosité de laboratoire, elle pouvait remplacer l'éclairage au gaz, et le résultat changerait le monde. Edison avait trouvé un défi à la hauteur de sa créativité. Pour l'artiste Rembrandt, les thèmes qui l'attiraient étaient des scènes spectaculaires, notamment bibliques, exprimant les côtés les plus sombres et les plus tragiques de la vie. Il sut saisir l'occasion et inventa une manière toute nouvelle de peindre et de rendre la lumière. Pour favoriser ce processus, il est sage de choisir un thème qui fait appel à votre non-conformisme et exprime votre côté rebelle. En optant pour quelque chose qui vous interpelle en profondeur, vous vous orienterez naturellement dans une direction peu orthodoxe. En second lieu, il faut renoncer à tout espoir de confort et de sécurité. Les efforts créatifs sont par nature risqués. Si vous vous inquiétez de ce que vont penser les autres, si vous pratiquez l'autocensure en fonction des conventions en vigueur, les idées dont vous accoucherez seront ternes et molles. Pensez que vous êtes un explorateur. Vous ne découvrirez rien de nouveau si vous refusez de quitter le port. En 1817, le poète John Keats, âgé de 22 ans, écrivit à son frère une lettre dans laquelle il expliquait ses considérations les plus récentes concernant le processus de création. « Le monde qui nous entoure, écrivait-il, est beaucoup plus complexe que nous ne saurions l'imaginer. Limités par nos sens et notre champ de conscience, nous ne percevons qu'une portion infime de la réalité. Les vrais créatifs mettent leur ego entre parenthèses et s'immergent dans l'expérience de ce qu'ils ont sous les yeux, aussi longtemps que possible, sans céder au besoin de formuler un jugement trop rapide. Cette capacité à supporter et même à embrasser le mystère et l'incertitude est ce que Keats appelle la capacité négative. Tous les maîtres possèdent cette capacité négative au plus haut degré, c'est la source de leur pouvoir de création. De toute sa carrière, Mozart n'a jamais affirmé quelque opinion que ce soit concernant la musique. Il a en revanche assimilé tous les styles qu'il entendait et les a intégrés dans sa propre écriture. Dans le domaine scientifique, le biais de confirmation pousse la plupart des chercheurs à ne retenir que les données confirmant ce en quoi ils croient déjà. Pour renier votre ego, soyez humble devant le savoir. Le grand scientifique Michael Faraday considérait que la connaissance est en progrès constant, et que les plus grandes théories en vigueur à une époque seront toutes réfutées ou modifiées tôt ou tard. En 1832, pendant que Charles Darwin longeait la côte d'Amérique du Sud et s'enfonçait dans l'arrière-pays, il commença à noter les phénomènes étranges sur lesquels il tombait, des os d'espèces animales éteintes depuis longtemps, des fossiles marins près du sommet d'une montagne péruvienne, des espèces insulaires très différentes de leurs homologues sur le continent. Au lieu de chercher immédiatement une explication commode, il accumula des observations pendant des années, oscillant continuellement entre la collecte de données et la réflexion théorique.
C'est ce que l'on appellera la méthode itérative, une charge électrique mentale qui se nourrit d'un renversement permanent de pôles. Nous observons quelque chose qui attire notre attention, nous nous demandons ce que cela signifie, nous élaborons des hypothèses, puis nous retournons à l'observation pour la voir d'un œil différent. Dans notre culture, nous court-circuitons trop souvent ce processus. Nous observons un phénomène qui sollicite notre émotivité et nous nous empressons de formuler des hypothèses sans prendre le temps de les confronter à de nouvelles observations. Les séparant de la réalité, nous imaginons alors n'importe quoi. L'une des meilleures façons de stimuler la créativité est de mettre en veilleuse notre contrôle conscient et de donner à notre esprit la possibilité d'entrer dans un processus d'association libre. Quand nous sommes absorbés par un problème, notre attention se focalise sur un champ limité et nous nous fermons au monde. Quand nous sommes plus détendus, notre champ de conscience s'élargit naturellement. Beaucoup des plus importantes découvertes scientifiques sont nées d'un esprit suffisamment ouvert pour percevoir ce que d'autres n'avaient pas remarqué. Louis Pasteur en offre l'illustration parfaite. Ayant observé que des poules inoculées avec une vieille culture de choléra avaient survécu à une injection d'une culture fraîche, là où toutes les autres mouraient, il réfléchit intensément à ce que cela pouvait signifier. Il comprit qu'il venait de tomber sur un acte médical totalement nouveau, immuniser le corps contre une maladie en lui injectant à petite dose l'agent infectieux concerné. Pasteur en conclut que la chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés. Pour cultiver la sérendipité, gardez en permanence sur vous un petit carnet. Dès qu'une idée ou une observation vous vient, notez-la. Posez votre carnet sur votre table de chevet et consignez-y soigneusement les idées qui traversent votre esprit dans les moments de demi-conscience, c'est-à-dire juste avant de vous endormir ou au réveil. Nous possédons tous une force créatrice innée qui ne demande qu'à être activée. C'est le don de l'esprit originel. L'esprit de l'homme est naturellement créatif. Il cherche en permanence à faire des associations et des connexions entre les choses et les idées. Il a soif d'explorer, de découvrir de nouveaux aspects du monde et d'inventer. Notre plus grand désir est de pouvoir exprimer cette force créatrice qui est en nous. Le vrai génie de Mozart ne résidait pas dans un accident de la nature, mais dans la conjugaison de 20 ans d'apprentissage intensif et d'une libération tardive de toutes les contraintes qui bridaient son expression. Ce qui est en revanche exceptionnel chez lui, c'est la durée et l'intensité de son immersion dans la musique depuis l'enfance, et la force avec laquelle son esprit en était venu à penser en termes purement musicaux. Sa créativité explosive n'était que la conséquence logique de cette préparation hors du commun. Les pouvoirs que peut apporter l'esprit redimensionné sont presque sans limite et à la portée de quiconque accepte de parcourir le chemin qui y mène. Ce chemin exige d'abord une connaissance profonde de son domaine, puis le courage de s'en affranchir. Il exige la capacité de tolérer l'incertitude sans la fuir, de percevoir le monde non pas tel qu'on nous a appris à le voir, mais tel qu'il est véritablement, c'est-à-dire infiniment plus riche, plus ambigu, et plus plein de possibilités que nous ne le supposons. C'est cela redimensionner son esprit. Et c'est cela devenir créatif actif. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt.